Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Un mouvement social, mouvement de gilets jaunes, a frappé la France, a étonné le monde entier, y compris nous les Chinois. Parce que nous les Chinois, nous avons l'habitude d'entendre que la Chine s'effondrera. Nous pensons que l'Europe, les pays européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., ce sont des pays développés, ce sont des pays riches, donc des pays stables. Mais tout d'un coup, ce mouvement nous montre qu'il y a aussi un certain problème. Les habitants, par exemple, ne sont pas très contents de leur niveau de vie qui est beaucoup plus supérieur que nous, les Chinois, apparemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens disent, dans ce mouvement, que le président français s'intéresse à la fin du monde, tandis que nous, c'est la fin du mois? Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir 3 invités pour nous donner leur explication. Alors, Caroline Puel. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien correspondant de Libération et du Point en Chine. Vous êtes surtout l'auteur d'un best-seller, Les 30 glorieuses du développement chinois. Alors, je suis heureux d'entendre vos analyses sur ce mouvement, sur les réactions des Chinois. Et puis, à mon côté, c'est l'ambassadeur Sun Haitao. Mais vous travaillez longtemps comme ministre conseiller politique et économique de l'ambassade de Chine en France. Vous connaissez donc bien la France aussi. Et vous êtes l'ambassadeur, vous avez été l'ambassadeur de Centrafrique. De Chine en Centrafrique. Voilà, oui, de Chine en Centrafrique. Et puis, mon 13e invité, c'est Liu Jun. Vous êtes journaliste comme moi, cher confrère. Vous êtes correspondant de quotidien de Clarté en Belgique. Exact. Mais j'étais en Suisse et maintenant je suis en Belgique. Et surtout, ce mouvement s'est élargi dans le pays où vous travaillez. Jusqu'à la capitale européenne, Bruxelles. Voilà. Bon, bonjour à tous les 3 et merci d'être venus. Bonjour. Alors, avant de commencer de notre discussion, je voudrais vous poser déjà une question. Apparemment, le mouvement de Gilets jaunes, c'était à cause d'un taxe sur le carburant. Oui. Apparemment, le gouvernement français voulait donner un taxe supplémentaire de quelques dizaines de centimes. Même moins. Même moins. Oui. Et ça a suscité un mouvement comme ça. Alors, je voudrais savoir, pour vous, la comparaison entre le prix de l'essence chinois et français, est-ce qu'il y a une grande différence? Et pourquoi que ces quelques dizaines de centimes peuvent susciter un tel mouvement? En fait, il y a une différence dans les prix de carburant, en effet, qui viennent aussi du fait que vous avez différents niveaux d'essence, en fait, différents niveaux de purification de l'essence. Et l'essence sur laquelle se porte le problème aujourd'hui s'appelle le diesel, c'est-à-dire le niveau le moins cher en fait de l'essence en circulation qui est proposée. Et vous avez effectivement des différences parce que vous avez des différences de production. La France importe l'essentiel de son pétrole et également ajoute au prix de base du carburant des taxes qui pendant des années sont restées des taxes un peu invisibles mais qui sont néanmoins assez importantes et qui permettaient en fait de faire un impôt un petit peu discret jusqu'à ces dernières années. Et puis après je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, pourquoi du mécontentement, etc. Alors je travaille depuis plus de 40 ans avec la France. À partir de 1977, en 79, je suis allé en France. Je connais un peu la réalité française selon moi. Alors, la France, c'est un pays de bien-être. C'est un pays de haut salaire. Et aussi, c'est un pays de taxes. Alors, depuis des dizaines d'années, on dit que le déclin de la France, surtout économiquement,
la vie, le pouvoir d'achat d'habitants ne change pas beaucoup. Il n'y a pas de grand chose à parler concernant le pouvoir d'achat. C'est pourquoi cette fois-ci, alors le taxe sur le carburant, je pense, c'est la dernière paille qui écrase le chameau. Oui, c'est alors, une explosion. Alors, tout le monde est mécontent et à partir de ce taxe, alors on se mobilise dans cette colère. C'est-à-dire le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé, n'a pas assez changé. On présente sa colère dans ce moment précis. Voilà. Mais le coût de carburant en Chine, apparemment, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Oui. D'après moi, alors, ce mouvement est issu de mécontentement. C'est pas parce que quelques cents de l'augmentation, une augmentation de quelques centimes, c'est pas ça. Ça dépend aussi des familles. Si c'est une famille de double employé, si c'est une famille monoparentale ou c'est une famille de retraités, tout dépend du trajet aussi. Par exemple, si on fait 3 fois plein, alors ça pourrait atteindre 200-250 €. Alors si on fait un seul plein, alors ça fait 80 €, c'est beaucoup moins. Donc tout dépend, ça dépend du trajet et du nombre de travailleurs aussi. C'est effectivement plutôt un système d'accumulation de mécontentement, en fait, pour lesquels il y avait des signes. Il y avait des signes qui ne remontent pas à ce mandat présidentiel. Il y a des signes, en fait, qui sont sensibles depuis, je dirais, une vingtaine d'années et qui sont arrivés à la surface ces jours-ci. Donc si on voit un petit peu sur un point de vue sociologique qui est mécontent aujourd'hui, vous avez finalement beaucoup de gens. Vous avez d'abord les jeunes qui sont anxieux par rapport à leur avenir. On leur dit qu'il y a un ralentissement économique important, on leur dit que leur diplôme vaut moins qu'avant, qu'il faut passer de plus en plus de diplômes pour finalement obtenir une situation professionnelle qui sera sans doute inférieure à celle de leurs parents, qui eux se sont développés pendant la période des 30 Glorieuses, où à l'époque un baccalauréat par exemple suffisait à faire une très belle carrière. Vous avez ensuite parmi les actifs eh bien, toutes les personnes qui ont un sentiment de déclassement par rapport soit à leur propre situation précédente, soit à celle de leurs parents. Vous avez les chômeurs qui sont en chômage de longue durée, et qui n'arrivent pas à se réinsérer dans la société française. On croit souvent, et à mon avis à tort, que beaucoup de chômeurs s'endorment sous les aides sociales qui leur sont versées. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Parce que la France est un En pays... réalité, pour avoir passé pas mal de temps avec des personnes au chômage, accompagné certaines d'entre elles, etc., je ne pense pas que ce soit le cas général. C'est plutôt une perte de confiance, en fait, qui arrive assez rapidement. C'est-à-dire que dès que vous êtes mis en marge de la société, vous allez avoir beaucoup de mal à re-rentrer finalement dans le courant principal, parce que vous avez perdu confiance en vous, etc. Enfin, on pourra peut-être... C'est pas une déception alors pour les jeunes et pour les autres couches sociales. C'est pas une déception, je pense que c'est une déception générale. Mais il ne faut pas oublier que la France est un pays riche. Voilà. Mais voilà, et j'allais terminer, il y a aussi les retraités qui se sont vus, là aussi il y a une autre taxe qui a été portée sur eux ces derniers mois, qui n'était pas non plus très importante. C'était quelques euros qui allaient s'ajouter, mais par rapport effectivement à certaines retraites qui pouvaient être finalement très basses, ces quelques euros de moins comptaient. Et d'ailleurs, ça a été pris en compte dans le discours du président de la République, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis finalement, donc, les personnes qui étaient, elles, concernées directement par cette question de hausse des carburants, c'est-à-dire des habitants de province, qui se trouvaient dans des régions ou dans des petits villages où il n'y a plus aujourd'hui de desserte par des transports publics, donc qui sont obligés d'utiliser leur voiture, et à qui on avait conseillé ces dernières années d'acheter des voitures diesel, donc avec ce fameux carburant,
moins cher. cher. Mais la voiture devait être plus chère. Hein. La voiture, de diesel est plus chère. oui, mais l'utilisation en était moins chère sur du long terme. Mais c'était avant, évidemment, que la France ne s'engage dans cette décision de progresser sur le réchauffement climatique et donc d'interdire ou de limiter de plus en plus ce carburant qui est beaucoup plus polluant. Ah oui. Mais quand même, est-ce que on a exagéré quand même un peu, parce que la fin du monde est la fin du mois? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de Français qui ont un souci de la fin du mois? Est-ce qu'on n'a pas exagéré un peu? Alors, d'après moi, parce que j'ai la chance d'observer l'Europe à la capitale, au centre, au cœur de l'Europe, Oui. à Bruxelles. Alors, Et d'ailleurs, Bruxelles commence à aussi bouger. ah oui, évidemment, le gilet jaune s'implante maintenant, s'implante déjà à Bruxelles. Le problème, c'est que maintenant, l'Europe fait face à des tas de problèmes. Migration, depuis la plus grande vague de migration depuis la deuxième guerre mondiale. Alors le terrorisme, les terroristes qui attaquent successivement depuis 2015, par exemple le Charlie Hebdo, à Strasbourg, l'économie, jusqu'à Strasbourg le 12 décembre, il y a quelques jours. Alors l'économie dans l'ensemble se dresse difficilement. Tous ces problèmes-là s'accumulent. Les gens, certains, surtout la classe moyenne européenne, ils voudraient être politiquement corrects. Ils n'osent pas dire qu'on n'aime pas les migrants, on n'aime pas les étrangers. Mais il y a trop d'étrangers qui sont venus, qui ont pris notre travail, mais ils n'osent pas dire publiquement. Oui. C'est ça, ils ont de la peine, ils ont de la colère intérieure. Donc si une fois on a trouvé une étincelle qui pourrait faire exploser de poudre, c'est ça le problème. Donc c'est un prétexte. Alors apparemment le mouvement au début c'est pour contester la hausse des taxes de carburant, et après on a demandé la démission du gouvernement. Alors, déjà peut-être pour revenir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la classe moyenne, là je reviendrai un tout petit peu sur l'approche sociologique. Je pense que c'est intéressant de voir que dans toute l'Europe, vous avez eu pendant la période des 30 glorieuses, donc des années 50 aux années 80, une moyennisation en quelque sorte de la société. C'est-à-dire que tout le monde progressivement allait vers la classe moyenne. Il y avait une disparition progressive de la classe ouvrière avec la désindustrialisation, et tout le monde tendait à ce modèle moyen qui était plutôt satisfaisant. Et pendant très longtemps, le système politique a été construit finalement sur ce développement de la classe moyenne. Et puis on voit qu'avec la mondialisation, donc depuis le début des années 1990, eh bien finalement vous avez un effritement de cette classe moyenne, et vous avez la partie du bas qui va repartir finalement vers quelque chose qui n'est pas encore très défini, mais qui est en train de prendre sa forme, en effet, dans ce mouvement des Gilets jaunes, donc toutes ces personnes qui se sentent un peu déclassées vers le bas. Et puis vous avez la partie haute de la classe moyenne qui a réussi à s'adapter à la mondialisation et qui va aller rejoindre plutôt les rangs de l'élite, etc. Et donc d'une partie de la population qui vit très bien avec la mondialisation, qui a vu son pouvoir d'achat augmenter. Donc cette partie-là aussi existe. Et le problème de fond qui apparaît, c'est que vous avez finalement, on est rentré dans une nouvelle période d'inégalité sociale très forte. Alors qu'on pensait que le système allait nous amener à une égalité générale autour de la classe moyenne. Et c'est la prise de conscience de l'existence de ces inégalités qui pose problème. Les inégalités, on peut vivre avec, tant qu'on n'a pas un sentiment d'injustice. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez un début de sentiment d'injustice, notamment du fait qu'avec la crise économique, vous avez eu une accélération de ces phénomènes, et notamment toute une partie de la population qui a vu les hauts revenus augmenter beaucoup, de manière naturelle par les revenus eux-mêmes, ou de manière indirecte, par exemple, par la hausse des prix de l'immobilier. Donc il y a des gens qui ont beaucoup augmenté leur richesse en patrimoine, sans rien faire, simplement parce que les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc ce sentiment d'inégalité, évidemment, est très dur à gérer. Et je pense que, effectivement, la France, quelque part, a été la première, pas totalement la première, je pense qu'on pourra revenir dessus, parce qu'on peut aussi trouver
des liens entre ce qui a pu se passer en Grèce il y a 5 ans, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé au Portugal, en Italie. En Italie, oui. Voilà. Et là, il y a des crises économiques très fortes, mais en France, apparemment, l'économie fonctionne. Alors l'économie est plus étatisée et fonctionne, l'économie au niveau national fonctionne bien et continue à remporter de bons résultats, mais ce que je soulignais, c'était finalement le vécu d'une partie de la population qui a donc ce sentiment d'inégalité sociale, d'inégalité de revenus, d'inégalité de patrimoine. Voilà, l'augmentation du prix immobilier en Chine aussi. Hein. Alors, le prix augmente en Chine aussi. Oui, tout à fait. La vie est aussi plus chère qu'avant en Chine. Mais alors, depuis 40 ans, la Chine devient comme aujourd'hui, on fait la réforme et l'ouverture. Et alors, cette réforme, c'est-à-dire que alors, le peuple profite les fruits de cette réforme. C'est-à-dire que même en Chine, il y a aussi des gens moins aisés, mais on profite aussi de cette réforme pour avoir une vie plus aisée qu'avant. Mais en France, on fait toujours des réformes, mais alors en Chine, on fait des réformes tous les jours, mais peu à peu. Alors petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais si vous voulez faire une réforme très radicale, tout le monde n'accepte pas. Les politiques voudrait avoir un résultat immédiat pour avoir des votes, pour obtenir des votes. C'est pas uniquement, je pense que c'était pas uniquement pour les votes non plus. Oui. Mais c'est vrai qu'on sortait en France d'une période finalement où la réforme avait été reportée beaucoup, et où il y avait notamment une lassitude de la population par rapport à cet immobilisme, et que le président Macron s'était engagé dans son programme électoral à lancer une série de réformes, et il a été quand même élu sur un programme de réforme qu'il avait annoncé et qu'il a lancé en fait dans les 100 premiers jours de son mandat, ayant justement observé ce qui s'était passé pour son prédécesseur, où les vraies réformes ont été reportées, ont voulu être lancées trop tard, mais effectivement il faut ensuite le temps de digestion de la réforme, et là on a vu qu'il y allait avoir un frein porté pendant quelque temps aux réformes qui ont été annoncées, le temps de calmer un petit peu les choses. Moi, ce qui m'est apparu important quand même, et on a pu l'observer lors du discours du président Macron, donc lundi 10 décembre, c'était le fait qu'il avait quand même entendu ce message de colère, et c'est aussi ce que permet la démocratie, c'est-à-dire voilà, c'était aussi ce qui permettait finalement ce dialogue qui s'établit à un moment donné entre le peuple et son représentant, où il a quand même fait part du fait qu'il avait entendu le message et qu'il allait donc modérer le calendrier de la réforme pour calmer le jeu. Et en même temps pour adapter effectivement la réponse à la situation d'une partie de la population. Et là, on peut quand même comprendre qu'il y avait très certainement, et ça c'est un défaut français dont on est parfaitement conscient, je crois aujourd'hui, il y a eu ce problème de trop d'États sur Paris. Donc il y a eu un livre qui a été écrit à la fin des années 40 qui s'appelait Paris et le désert français, qui parlait en fait du phénomène de forte centralisation française. Et donc il y a eu ce problème de décentralisation du pouvoir qui avait commencé dans les années 80 avec la présidence de François Mitterrand, qui a été interrompu, qui a repris dans les années 2000 au moment où Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre et qui avait porté ce projet, qui a été à nouveau interrompu par la crise économique, et on est à nouveau dans la nécessité de repenser cette décentralisation, c'est-à-dire de faire attention aux régions, de faire attention aux provinces, de faire attention aux petites villes qui ont parlé cette fois-ci par le biais de la violence en fait. Et voilà, apparemment la réponse des manifestants sur le discours du président n'était pas très rassurant non plus, parce que apparemment ils veulent continuer, et surtout le mouvement franchit les frontières. Alors il arrive en Belgique, il a déjà le mouvement répandu dans l'Europe, dans d'autres pays européens. Voilà, surtout les Gilets jaunes voudraient montrer
leur confiance ou bien leur détermination à la capitale européenne dont Bruxelles fait partie. Donc, et puis même aujourd'hui, alors le syndicat belge faire un appel pour une mobilisation globale de manifestations. Liège, la ville de Liège et Charleroi seront tous bloqués. À Bruxelles sera partiellement bloqué. Alors donc ça prend l'ampleur. Bon. Alors, tout dépend aussi de la manière dont est interprétées les choses. Vous posiez la question de savoir pourquoi il y avait finalement ce maintien de mobilisation. Il est évident qu'il y a un jeu politique aussi derrière, notamment une récupération de ce sentiment de frustration diffus par les extrêmes politiques que nous avons sur l'échelon français, l'extrême gauche et l'extrême droite. Oui, et quand on voit donc les deux, vous avez aussi le fait qu'on rentre dans une période électorale, puisque au niveau européen, nous allons avoir les élections européennes, donc pour le Parlement européen, qui auront lieu en juin 2019. Et chacun sait que les périodes électorales sont toujours des moments où vous avez évidemment plus de tensions et plus de possibilités d'utilisation politique de ces tensions. Donc si on voit les réactions politiques qui ont eu lieu à l'issue du discours du président Macron, on voit que quand même une partie de la droite, notamment la droite juppéiste, c'est-à-dire dirigée par Alain Juppé, qui est maire de Bordeaux et qui est en quelque sorte le mentor de l'actuel Premier ministre, donc considère que le discours était correspondait bien à ce qui était attendu et qu'il y a eu une réponse donnée. Même chose justement par l'autre partie de cette droite menée par Jean-Pierre Raffarin. En revanche, effectivement, les extrêmes se sont exprimés et continuent à appeler à la révolte. Et là, il y a quand même une problématique de responsabilité républicaine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus appeler constamment à la révolte et au chaos juste pour un plaisir de cocher des cases à un moment de tension électorale. Et par contre, le fait que ça traverse la frontière est intéressant, parce que je pense que le cas français, comme on le disait tout à l'heure, était dans la lignée de ce qui s'est passé sur d'autres pays et pourrait se produire dans d'autres pays, puisque c'est quelque part donc ce problème lié à la mondialisation, à l'adaptation du monde occidental au développement économique. Je voudrais revenir un peu dans notre pays, en Chine. Le carburant de la Chine baisse, mais il faut faire très attention parce que nous sommes un pays importateur de pétrole. Nous ne produisons pas. Alors, quand le prix pétrole international bouge, nous devons subir la conséquence. Le prix change aussi. Oui, alors, il devait augmenter aussi. Le prix du carburant de chaque pays est très lié sur le marché international. Si le marché international augmente, on augmente un peu, si baisse, il faut baisser. Mais ça c'est normal. L'économie du marché. Voilà, c'est l'économie du marché. En Chine, c'est comme ça. Alors, mais la Chine, en Chine, le prix augmente plusieurs fois par an du carburant, mais ça baisse aussi, avec le prix international. Oui. Tout le monde voit, et puis on dit oui, ça c'est normal, on accepte. Voilà. Ma question c'est que chaque pays, chaque société a ses propres problèmes économiques, politiques, etc. Oui, bien sûr. Nous, les Chinois, quand nous regardons ce qui se passe en France, ce mouvement Gilets jaunes, c'est presque un soulèvement populaire. Alors, quelles sont les leçons que nous devons recevoir? Nous devons éviter de commettre les mêmes erreurs. Alors, d'après moi, le proverbe français dit « il n'y a jamais de fumée sans feu ». Le proverbe chinois, à peu près dans ce sens-là, on dit « il n'y a jamais de vague sans le vent ». C'est le vent qui soulève les vagues. Oui. Donc la fumée et le vent, ce sont des problèmes sociaux. Il faut le résoudre. Ah oui, bien sûr. Une fois un problème social apparaisse, il faut le résoudre à temps. Il faut prendre ça en considération. Heureusement, le président de la République, M. Xi Jinping, qui a répété plusieurs fois, à maintes reprises, que la tâche principale de notre gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple. Il a parlé plusieurs fois ça.
Oui. Donc la tâche principale du gouvernement, c'est de résoudre les problèmes sociaux. Alors je crois que si le gouvernement pourrait bien appliquer cette politique, les problèmes, une fois un problème apparaissent, on les prend en considération. Il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de vague. Est-ce que, Carl Dupuel, est-ce que l'expérience de la Chine peut apporter quelques exemples aux Français ou pas? J'essayais de repenser, est-ce qu'un mouvement identique Gilets jaunes serait possible en Chine aujourd'hui? Je ne pense pas que ça puisse s'imaginer de cette manière-là, mais peut-être aussi pour d'autres raisons. Mais je dis que la Chine est comme aujourd'hui, c'est-à-dire la Chine fait des réformes, beaucoup de réformes, mais pas très radicalement. Peu à peu, tous les jours, les réformes sont toujours en route. Et on fait des réformes et petit à petit, on arrive à son fin, à sa fin. Ça c'est une expérience chinoise. On fait toujours des réformes, mais alors il ne faut pas faire des réformes trop radicales qui provoquent, qui incitent les bouleversements sociaux. Bon. Ça c'est le problème. Oui. Oui, peut-être. Oui, c'est le. Non, mais il y a aussi le fait quand même que la culture de l'expression et de la manifestation est quand même radicalement différente en Europe et en Chine aujourd'hui. Donc bon, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Je pense que les Chinois pensent, il y a une grande différence pour l'avenir, c'est que les Chinois apparemment pensent que l'avenir sera meilleur. Ça c'est certain que il est évident que la Chine a quand même est rentrée dans le démarrage de la mondialisation et que la mondialisation a ouvert des perspectives de développement à la Chine et que à l'inverse, comme on le disait au début de l'émission, la mondialisation est apparue pour les Occidentaux, pour une partie d'entre eux, préparée, ouverte, internationale, comme une opportunité et comme une bonne chose. Et encore une fois, une grande partie quand même des populations européennes vivent très bien, mieux qu'il y a 20 ans, et sont satisfaites de la mondialisation. Mais il ne faut pas nier le fait qu'une partie, celle qui s'exprime aujourd'hui, n'a pas eu cette chance, n'a pas eu cette possibilité d'adaptation aux nouvelles circonstances. Absolument. Et c'est donc cela que les politiques des pays occidentaux doivent entendre aujourd'hui. Ils l'ont visiblement entendu, en tout cas côté français, il est évident que la réponse qui a été portée montre que le message a été entendu, ce qui était important. Maintenant, on ne peut pas ignorer l'évolution politique que l'on observe dans l'ensemble du monde occidental, qui est cette montée du populisme. D'une certaine manière, l'élection de Donald Trump aux États-Unis en a été le premier pas. Le Brexit, d'une certaine manière, en est une autre manifestation. On voit effectivement des tendances populistes se montrer en Europe aujourd'hui, dans différents pays. Justement, les élections européennes permettront de voir et de mesurer la montée de ces partis qui prennent pour base donc le populisme avec tous les risques évidemment qui vont derrière. C'est pourquoi nos politiques doivent pouvoir répondre rapidement. Donc ce mouvement peut-être c'est un signe fort que le monde entier entre dans une période incertaine, probablement. Ok, bon, merci beaucoup, merci à tous les trois, merci de votre analyse. Et j'espère que tout va bien, j'espère que la mondialisation peut éviter ses défauts et apporter le bonheur à tout le monde. Croisons les doigts. Voilà. Merci à tous les trois et j'espère que la prochaine fois on parlera des mouvements qui n'est pas si positif. Voilà. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.